Bonjour à tous et bienvenue sur Bloody Count. Et aujourd'hui nous parlerons d'un autre cinéaste culte qui aura marqué l'histoire du cinéma de genre à bon coup de massue. Car aujourd'hui nous parlerons de John Carpenter. Pour les trois du fond qui ne suivent pas, John Carpenter est un réalisateur américain né en 1948 et qui aura engendré un bon nombre de chefs-d'œuvre qui auront laissé une trace durable dans le monde du cinéma fantastique, d'horreur et de science-fiction, avec des claques telles Halloween en 1978, qui, avec Vendredi 13, auront lancé la mode du slasher aux États-Unis, The Fog en 1980, New York 97 en 1981, The Thing en 1982 et Christine en 1983. Il est d'ailleurs considéré comme l'un des maîtres de l'horreur, aux côtés de réalisateurs tels que Dario Argento, George Romero ou Wes Craven. Les films de John Carpenter sont uniques en leur genre, empreints d'une atmosphère pesante, sublimement mise en valeur par la musique qu'il aura la plupart du temps lui-même composée. Il se montre très radical quand il s'agit de mettre en scène le mal, souvent représenté de manière complètement abstraite. Qu'il prenne l'apparence d'une silhouette surhumaine dans Halloween, ou de chaque membre de l'équipe de recherche dans The Thing, sa représentation va même jusqu'à ressembler à un drôle de liquide vert fluo dans Prince des Ténèbres. Mais les films chez notre cher Big John, c'est aussi une manière d'afficher son côté ouvertement punk en faisant des films critiquant l'American Way of Life. Que ce soit dans New York 97, Assaut ou bien dans le film dont nous allons parler aujourd'hui. Car oui, si vous commencez à comprendre la thématique de l'émission, aujourd'hui nous parlerons d'un de ces films restés dans l'ombre de ses plus gros succès, qui connut un bide lors de sa sortie en salle, bien que sa réputation se fît dans les rayons des vidéoclubs. Aujourd'hui, nous parlerons de Invasion Los Angeles. Invasion Los Angeles, ou They Live en titre original, sorti en 1988, est un film mettant en scène le catcheur Roddy Piper, récemment décédé, dans le rôle du personnage de John Nada. John Nada débarque donc à Los Angeles afin d'y trouver du travail, l'homme ayant été renvoyé de son emploi à Détroit pour cause de crise économique. Mais il ne se laisse pas abattre et continue de chercher, non sans difficulté. Nous ne pouvons répondre à votre demande pour l'instant. Mais grâce à sa carrure de bodybuilder nourrie aux hormones, il parvient à trouver du boulot sur un chantier. Il y fait notamment la connaissance de Frank, vivant dans la même galère à peu de choses près qu'il a une femme et 2 enfants à Détroit. Frank lui propose un coin où il peut être accueilli, nourri et logé et qui n'est rien d'autre qu'un bidonville, portant le doux nom de Justiceville, où tout le monde semble néanmoins heureux et toujours prêt à rendre service, comme ce bon vieux Gilbert par exemple. Si t'es pas manchot, tu pourras nous aider, les douches rendent là. John et Frank semblent se lier d'amitié de par leurs dures conditions, mais Frank est très critique envers son pays, alors que John est plus confiant, sûr que l'Amérique lui accordera à lui aussi sa chance, afin de vivre pleinement le rêve américain. Je crois que t'es pas assez patient, tout va s'arranger. Non, j'en ai ras-le-bol. Bon, à ce niveau de l'histoire, vous allez sûrement vous dire que le film s'annonce comme étant un drame social tout mignon, ayant pour intérêt la question du rêve américain, afin d'y confronter ses personnages et voir ce qui en ressort. Tout ça enrobé d'une adorable romance entre deux beaux culturistes. Sauf que, dès les premières minutes du film, un climat de paranoïa, de complot et d'apocalypse semble régner dans la ville de Los Angeles. Un prêtre aveugle s'affiche en public avec de dérangeants sermons apocalyptiques. À présent, il règne sur le cœur et l'esprit de nos dirigeants. Prenez garde, ni vous ni moi ne sommes à l'abri, que vous soyez riches ou pauvres. Une émission de télé pirate vient s'emparer des ondes l'espace de quelques secondes pour mettre en garde la population d'un complot mondial. On entend même un peu plus tard qu'une obscure organisation serait en train de dévaliser des banques en tuant des dizaines de gens. Tout ça met la puce à l'oreille de John Nada, remarquant que Gilbert et le prêtre aveugle se disputent avant de se réfugier discrètement dans une chapelle. Il profite de la situation pour les suivre à son tour, avant de remarquer que cette chapelle est une couverture où se tient une réunion secrète, composée de quelques personnes dont Gilbert est le scientifique qu'on a vu à la télé. John découvre également que dans la chapelle se cache un laboratoire avec une trappe secrète, mais se fait surprendre par le prêtre aveugle et s'enfuit. En sortant de la chapelle, il voit un hélicoptère voler au-dessus de lui, semblant les observer. La nuit suivante, une importante force policière est déployée pour raser le bidonville, taper sur des pauvres, mais aussi arrêter les complotistes qui se font également tabasser à mort. Bon, là vous avez commencé à vous dire que le film se barre un peu en vrille. Bah attendez de voir ce qui va suivre. Le lendemain, John retourne au bidonville complètement dévasté et se rend dans la chapelle afin de pénétrer dans la cachette secrète. Il y trouve un carton de lunettes de soleil. John les met et voit tout en noir et blanc. Et quand il les met, il découvre également que tous les messages publicitaires affichés en ville, à la télé ainsi que tous les magazines vendus en librairie contiennent des messages cachés permettant de maintenir la population apathique afin de les plonger dans un conformisme social. Dors, oui, dors. Mais c'est pas fini.
Car quand John met les lunettes, celui-ci découvre également qu'en plus des messages cachés, des extraterrestres ont pris l'apparence de véritables êtres humains. Prenant tout ceci de manière plutôt légère au début, Vous saviez que vous aviez une tête de vieux fromage blanc datant des années 50 ? il se fait malheureusement repérer par les aliens qui alertent leurs congénères avec leur montre extraterrestre. John s'enfuit mais se fait attraper par des flics qui sont également des aliens. John les bute, prend un fusil à pompe et va dans une banque. Et j'étais venu ici pour pouvoir bouffer du bubblegum et en cogner quelques-uns. Et comme j'ai plus de bubblegum, pour tirer sur tout plein de gens et plus spécifiquement des aliens déguisés. Mais pour la loi, ça reste quand même du meurtre de masse, et John est donc désormais en cavale. Il parvient à se cacher dans une voiture en prenant en otage une charmante jeune femme du nom de Holly et vont se cacher chez elle. John cherche à convaincre Holly de ce qui se passe autour d'eux, mais elle ne le croit pas et le défenestre avant d'appeler la police. John survit à la chute mais perd les lunettes. Il part alors rechercher le carton qu'il a planqué plus tôt dans une poubelle, qu'il parvient à récupérer in extremis. C'est alors qu'arrive Frank venu lui apporter sa paye de la semaine, mais ayant appris les massacres perpétrés par Nada, refuse que celui-ci s'approche alors que John veut absolument lui mettre ses fameuses lunettes. S'ensuit alors une longue baston de 5 bonnes minutes où tout l'enjeu de la scène est de mettre des putains de lunettes. mets ces lunettes. Attention, à me faire le plaisir de... Ou tu me mets ces lunettes, ou je t'explose C'est le moi crâne. qui vais t'exploser le crâne. Mets-moi ces lunettes. Mets-les vite. Tu vois? Non! Mets les lunettes, bon Dieu! Je veux que tu mettes les lunettes! Mais finalement, il parvient à les lui faire mettre et découvre l'horrible vérité. Les deux hommes méchamment amochés partent se cacher dans une chambre d'hôtel. Frank lui pose tout un tas de questions mais ne tirera d'autres réponses que... En tout cas, ils sont pas de la région de Cleveland. Il décide de trouver les complotistes de Justiceville. Ils parviennent à retrouver Gilbert qui a réussi à s'échapper et leur donne rendez-vous dans le QG des rebelles qui ont des lentilles qui ont les mêmes effets que les lunettes, mais qui sont surtout en sous-nombre et complètement désorganisés. John retrouve Holly, qui semble avoir vu à travers les lunettes, et s'excuse auprès de lui, quand une explosion retentit et les extraterrestres débarquent pour mitrailler tout le monde. Holly parvient à s'enfuir. John et Frank se retrouvent vite piégés quand John utilise la fameuse montre des extraterrestres et sont téléportés par miracle dans un immense couloir, qui est en fait la base secrète des aliens. Ils se retrouvent dans un immense salon où de nombreux richoux, qui sont en fait des extraterrestres, se félicitent tous de la colonisation de la Terre, à grande citation de chiffres. Nada et Frank retrouvent un clochard vu au début du film devant la télé. Devenu l'un des complices des extraterrestres, il leur conseille de faire de même afin de goûter à la richesse et à la prospérité. Il les emmène ensuite en visite dans les locaux des studios télé où est située leur antenne pour contrôler la population. Nada et Frank prennent alors les armes et cherchent l'antenne en demandant gentiment à une secrétaire. Je veux aller sur le toit, Il y a un ascenseur sur la gauche. Il faut aller au bout du couloir. et je vous remercie beaucoup. Et monte sur le toit. Et là, attention, prenez garde, car on arrive à la fin du film, et celle-ci contient une chute particulièrement cocasse. Donc si vous ne l'avez pas vue, quoi de mieux que de nous donner rendez-vous à ce timecode situé ci-dessous. Donc, Frank et John cherchent à atteindre le toit en zigouillant des tonnes de mecs dans tous les sens. John retrouve Holly et monte ensemble sur le toit. Sauf qu'Holly est une traîtresse et tue Frank. John tue alors Holly puis fait péter l'antenne avant de se faire tirer dessus par un hélicoptère, offrant sa vie en sacrifice de fort belle manière en dressant un bon gros majeur face caméra. Et maintenant que l'antenne n'émet plus, tous les aliens sont à découvert ainsi que les messages cachés. Et le film se termine alors qu'une belle blonde à forte poitrine se rend compte que le bellâtre avec qui elle est en train de forniquer n'est rien d'autre qu'un alien belliqueux. Enfin, et voilà, c'était Invasion Los Angeles. Et c'était vraiment mortel! Tout d'abord, et ce, malgré son faible budget et ses allures de série B un peu beauf, surtout quand un catcheur américain tient le rôle principal, le film possède la réputation d'être l'un des plus subversifs réalisés à ce jour. En effet, Carpenter nous présente notre société de consommation comme un leurre, nous permettant d'être colonisés par une puissance supérieure venue d'une autre planète. Ainsi, les extraterrestres profitent du fait qu'ils soient déguisés en humains pour accéder au summum de la hiérarchie sociale tranquillou, au détriment des pauvres êtres humains que nous sommes. Je suis déprimé, je sais pas quoi faire. Défonce-toi, ça vaut le coup. Ah, tu dis ça, mais t'as eu une promotion. Ton tour viendra, ne t'en fais pas.
De plus, John Carpenter présente clairement une lutte des classes telle qu'imaginée dans l'idéologie marxiste, où le peuple démuni prend les armes afin de renverser le pouvoir tenu par les riches. Chose assez ironique quand on sait que Carpenter se considère lui-même comme un capitaliste confirmé. Mais c'est surtout en réaction à la politique de Ronald Reagan et son capitalisme sauvage durant les années 1980 que Invasion Los Angeles se fait écho. On peut aussi supposer que le point de vue développé dans le film est également le reflet de relations entre John Carpenter et les studios hollywoodiens. En effet, Carpenter a toujours été un artisan du 7e art, et grâce à l'immense succès de certains de ses films, dont le premier Halloween, cela lui aura permis d'avoir la totale confiance des studios pour ses films suivants. Malheureusement, à partir de 1982 et la sortie de The Thing, les échecs publics et critiques se suivent. Pour The Thing, la sortie du E.T. de Spielberg aurait lancé la mode de l'extraterrestre bienveillant, le public ne semblant plus intéressé par des histoires d'invasion alien. Mais c'est surtout après le beat cosmique de son film le plus barré, Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, un hommage au film de kung-fu chinois avec Kurt Russell, que le réalisateur se mettra les studios à dos. Carpenter réalisera alors ses deux films suivants, Prince des Ténèbres en 1987 et Invasion Los Angeles en 1988, pour un budget très faible afin de rembourser les pertes sur son film précédent, mais aussi afin de prendre sa revanche sur le système qu'il a renié. Le côté très cheap du film, tels certains effets spéciaux bien kitsch, le jeu d'acteur de Roddy Piper dont on a l'impression qu'il s'est vraiment beaucoup amusé à jouer son rôle, même s'il est un très mauvais acteur, et aussi cette esthétique bien années 80 qui reste de nos jours très datée, fait office de véritable valeur ajoutée à ce film complètement décomplexé, sublimé par des répliques franchement hilarantes. Et croyez-vous qu'on parfume les cochons? Non, alors inutile de vous refaire une beauté. Et pourtant, la mise en scène de Carpenter reste comme à son habitude d'une précision assez redoutable, jouant régulièrement avec les focales pour mettre en valeur le côté vertigineux de Los Angeles, ou, au contraire, pour enfermer ses personnages alors qu'il n'y a plus d'issue possible. Mais c'est surtout sa composition des cadres à base de lignes de fuite qui fait tout le sel de sa réalisation, comme ce plan-ci, où des clients dans un salon de coiffure se substituent à une chaîne de fabrication standardisée de type tayloriste, le plus troublant restant ce seul visage extraterrestre s'extirpant de la masse et regardant directement vers la caméra, alors que les autres ont le regard dans les magazines, aliénés par la propagande extraterrestre. Creepy. On peut également parler de cette longue scène de baston au milieu du film qui se paie également le luxe d'être une scène pivot où les enjeux vont évoluer. Préparé pendant 1 mois et demi et où de véritables coups furent portés. L'expérience de Roddy Piper dans l'univers du catch fut d'ailleurs très bénéfique pour le tournage de cette scène. Et ce qui est dingue avec ce film, c'est qu'il s'est montré très clairement en avance sur son temps. On est en 1988 et John Carpenter dénonce déjà le matraquage médiatique, l'omniprésence des images publicitaires dans la rue, ainsi que le bourrage de crâne provoqué par celle-ci à grands moyens de techniques subliminales, agissant à fond sur notre subconscient. Le plus ironique étant d'ailleurs que cette dénonciation du consumérisme, à l'aide de ces messages cachés, a été récupérée plus tard pour en faire une marque. Un peu à l'image du cas Tim Burton dont nous parlions dans le précédent épisode, où notre cher cinéaste avait transformé sa singularité en marque de fabrique, ce qui montre bel et bien jusqu'où peut aller le cynisme de la société de consommation américaine. Enfin, Invasion Los Angeles est notamment réputée pour avoir inspiré la création d'un autre personnage iconique, mais cette fois du jeu vidéo. Je veux bien entendu parler du Duke Nukem qui, avec sa chevelure de culturiste blondasse et ses lunettes 3D, part défourailler de l'alien à coups de fusil à pompe, allant même jusqu'à ressortir la réplique culte. It's time to kick ass and chew bubble gum, and I'm all out of gum. D'ailleurs, et pour anecdote, il s'agit du 3e personnage de jeu vidéo inspiré par un film de John Carpenter. Dans Metal Gear Solid, le personnage de Solid Snake n'est rien de moins qu'un hommage au personnage considéré comme le plus badass de tous les temps, Snake Plissken dans New York 97 et Los Angeles 2013, mais aussi dans les jeux de Mortal Kombat et, anecdote assez peu connue, le personnage de Raiden n'est autre qu'un hommage au personnage de Lightning dans les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Invasion Los Angeles est donc un petit film au budget family mais avec d'immenses ambitions. Il aura marqué la pop culture sans que la majorité ne connaisse le film. Chose appréciable pour nous, cinéphiles un peu hirsutes, planqués dans notre canapé dans la pénombre, tout en observant le monde à travers le prisme du 7e art.